Si presque tout le monde sur Terre était mort et que vous étiez la dernière chance de survie de l'humanité, que feriez-vous? Des villes entières sont envahies par les zombies, et même les humains ne sont pas dignes de confiance et pourraient vous poignarder dans le dos. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment éviter la fin du monde dans le labyrinthe, la Terre brûlée. Une éruption solaire a détruit la vie telle que nous la connaissons. Et un virus transforme tout le monde en zombie assoiffé de sang. Ce jeune homme est très spécial, et il est le seul à détenir la clé pour vaincre l'apocalypse mortelle. Thomas et ses amis viennent d'être sauvés d'un labyrinthe de la mort et attendent affamés et sales dans un bâtiment de haute technologie. Ils sont accueillis par un homme suffisant, Monsieur Johnson. Il s'attribue le mérite de les avoir tous sauvés et explique au groupe qu'il dirige l'établissement. Il explique qu'une éruption solaire et un virus ont anéanti la majeure partie du monde, mais que les adolescents seront en sécurité ici, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un nouveau foyer. Les garçons se voient attribuer un dortoir commun et sont soumis à de nombreuses séries de tests médicaux. La seule fille, Teresa, est séparée des autres et surveillée de près. Thomas est emmené pour rencontrer Jensen. L'endroit ressemble à une salle d'interrogatoire et le garçon voit des caméras qui les observent. Jensen n'a qu'une seule question à lui poser. Il veut savoir si Thomas est loyal envers Wicked, l'ancien employeur du garçon et l'organisation responsable de la création du labyrinthe de la mort à la recherche d'un remède au virus. Cette question met Thomas en colère. Il dit à Jensen qu'il ne fera plus jamais confiance à Wicked, qui a tué beaucoup de ses amis. Un peu plus tard, le groupe s'aperçoit qu'il n'est pas le seul ici. Il y a des dizaines d'autres jeunes comme eux, qui semblent immunisés contre le virus et qui ont été sauvés de différents labyrinthes. Les autres adolescents attendent eux aussi un nouveau foyer. Tous les 2 ou 3 jours, Jensen vient à la cafétéria et lit quelques noms. Ce sont les adolescents pour lesquels il a trouvé un foyer sûr, et ils partent avec lui à chaque fois. Cette nuit-là, un garçon, Harris, se faufile à travers les conduits pour rendre visite à Thomas dans son dortoir. C'est lui qui est dans l'établissement depuis le plus longtemps, et il semble connaître quelques secrets. En suivant le garçon dans les conduits d'aération, Thomas voit le médecin de l'établissement transporter des personnes dans des housses mortuaires vers une pièce à laquelle on ne peut accéder qu'au moyen d'une carte. Il est bouleversé. Il est clair que quelque chose ne tourne pas rond ici, et que les sauveteurs cachent un sombre secret. Au cours du repas suivant, Thomas s'approche des gardes et demande à voir Teresa. Les gardes refusent et le menacent même en lui demandant d'aller se rasseoir. Une bagarre éclate et les amis de Thomas se précipitent pour le soutenir. Avant qu'il n'y ait de véritables dégâts, Jensen met fin à la bagarre et renvoie les garçons dans leur dortoir. Thomas informe les autres de son plan. Il pense que Johnson et son équipe sont les méchants et il a volé une carte d'accès pendant le chaos. Thomas et Harris se faufilent à nouveau dans les conduits et pénètrent dans la salle sécurisée à l'aide de la carte magnétique. À l'intérieur, ils sont horrifiés de trouver des dizaines de personnes immobiles, suspendues et reliées à des appareils médicaux. Ce sont les adolescents que Jensen a emmenés. Ils ne sont pas morts, mais ils sont complètement inconscients et ne réagissent pas. Ok, ces adolescents viennent de tomber dans la plus vieille arnaque du monde. Ils se sont concentrés sur le grand sourire de Johnson et sur ses promesses encore plus grandes. Mais s'ils avaient pris le temps d'examiner la façon dont ils sont traités, ils se seraient rendus compte bien plus tôt que Johnson n'est pas celui qu'il prétend être. Thomas sait 2 choses, que ses amis sont tous immunisés contre le virus et que Wicked les a forcés à entrer dans un labyrinthe mortel dans le cadre d'une expérience visant à trouver un remède. La suite logique aurait été que Wicked les sorte du labyrinthe, leur fasse passer des tests et prélève des échantillons médicaux. Et c'est exactement ce que fait Jensen en ce moment. Si c'était moi à la place de Thomas, je commencerais à chercher d'autres similitudes entre le centre de Jensen et Wicked. La première chose que je remarquerais, c'est que l'établissement dans lequel je me trouve est immense, très propre et rempli d'employés coordonnés. En fait, cet établissement possède même d'immenses portes coulissantes et des sérums médicaux très semblables à la technologie que nous avons vue dans le labyrinthe. Ils ont même des gardes armés et ont séparé Teresa du reste de notre groupe, tout comme les créateurs du labyrinthe l'avaient ajouté au groupe plusieurs semaines après le reste des garçons. Il y a beaucoup trop de similitudes pour que ce soit une coïncidence. La seule explication possible, c'est que Jensen fait partie de Wicked et que nous sommes actuellement détenus dans un établissement de Wicked et procédons à la seconde phase de leur expérience de malade. Ça signifie que nous ne pouvons rien croire de ce que dit Jensen, y compris quand il dit que les jeunes qu'il choisit chaque jour seront sauvés. Si nous savons que Wicked veut faire des tests sur des personnes immunisées et que ces adolescents immunisés disparaissent, il est fort probable qu'il s'agisse des personnes inconscientes que Thomas voit devant lui. Ils ont été amenés dans ce laboratoire dans les sacs mortuaires que Thomas a vus et sont maintenant exploités par Wicked pour en extraire un remède. Comme les adolescents sont totalement dépassés en nombre, ils ne pourront pas utiliser la force brute s'ils veulent s'échapper. Et vu que Jensen a déjà donné à Thomas l'occasion de dire qu'il est toujours fidèle à Wicked, ça montre que les ravisseurs sont encore hésitants à son sujet et qu'ils pourraient bien commettre une erreur.
Thomas devrait demander à revoir Jensen et faire semblant de se rallier aux valeurs de Wicked. Il doit dire à Jensen que Wicked n'est pas malfaisante, mais qu'elle essaie juste de sauver l'humanité en trouvant un remède. Pour être plus convaincant, Thomas pourrait même dire qu'il commence à se souvenir de l'époque où il travaillait pour eux, et que Teresa lui manque, ainsi que le temps qu'ils ont passé ensemble chez Wicked. Les meilleurs mensonges intègrent des bribes de vérité, et Jensen sera plus enclin à le croire dans ce cas, puisqu'il est clair que Thomas a des sentiments pour Teresa. Une fois que Wicked aura réintégré Thomas dans son cercle restreint, il aura au minimum un meilleur accès à toutes les parties de l'installation pour pouvoir planifier l'évasion de ses amis. À ce moment-là, Thomas et Harris entendent la porte principale s'ouvrir. Ils se cachent alors que Jensen entre. L'homme passe un coup de fil à Ava Page, le médecin de Wicked, dont Thomas avait appris qu'elle avait été tuée. Page exige que Jensen récupère tous les adolescents restants d'ici le lendemain, et elle lui demande s'il a réussi à retrouver le groupe de résistance appelé le Bras Droit. Il s'agit d'un groupe menant une guérilla contre Wicked, qui a déjà attaqué plusieurs de leurs bases et sauvé les sujets d'expérience immunisés qui y étaient stockés. À contre-cœur, l'homme lui dit qu'ils savent qu'ils vivent dans les montagnes, mais rien d'autre. Il est clair qu'il pourrait faire un raid sur cette installation, et l'homme accepte de s'occuper des enfants, en commençant par le groupe de Thomas. Stupéfait, l'adolescent comprend que tout ce qu'on lui a dit n'était qu'une ruse. Jensen et l'ensemble de l'établissement font partie de Wicked, et ils sont tous en grand danger. Thomas se précipite vers son dortoir et prévient ses amis qu'ils doivent partir immédiatement. Il barricade la porte avec un matelas et s'échappe rapidement par les bouches d'aération. C'est alors que les hommes de Jensen font irruption dans la pièce et ils se rendent compte qu'ils essaient de s'échapper. Parvenus dans une autre partie de l'installation, Harris a une idée astucieuse qui les aidera à s'échapper et il retourne dans les conduits avec un autre adolescent, tandis que les autres continuent à se frayer un chemin à travers la base. Thomas et ses amis poursuivent leur chemin et tombent sur un docteur de Wicked, qu'ils prennent immédiatement en otage. Au détour d'un couloir, un des hommes de Jensen les rattrape rapidement et leur tire dessus à l'aide d'un taser. Mino charge l'homme et l'assomme. Il vole rapidement son arme et entre dans l'infirmerie, où il trouve Teresa. Tous les amis enfin réunis, ils courent aussi vite qu'ils le peuvent pour quitter la pièce et s'échapper de l'établissement. Mais il y a un problème. Cette énorme porte les gêne, et la carte de Thomas ne la déverrouille pas. Jensen et ses hommes les suivent de près et les coincent. Il semble inévitable que Wicked va les rattraper et les capturer, sans aucun espoir de survivre à leurs expériences. Tout à coup, la porte s'ouvre. Harris a contourné le système et est venu pour les sauver. Tout le monde se précipite de l'autre côté et Thomas se glisse à l'intérieur, évitant de justesse d'être écrasé par l'imposante porte. Harris casse alors le panneau de contrôle et enferme l'équipe de Jensen à l'intérieur de l'installation. Les adolescents sortent enfin de la base, mais ils tombent dans une violente tempête de vent. Ils peuvent à peine voir devant eux, parce que le sable et le brouillard soufflent partout. Après avoir couru le long d'une dune, ils trouvent un centre commercial abandonné et se faufilent à l'intérieur par une fenêtre cassée. À l'intérieur, ils élaborent un plan pour tenter de rejoindre le Bras Droit, un groupe de résistance qui travaille contre Wicked et dont on dit qu'il se cacherait dans les montagnes avoisinantes. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire à ce stade pour survivre. Mais un des garçons découvre alors quelque chose d'étrange. Sur le sol, des empreintes de pas ont été laissées dans le sable, ce qui indique clairement que quelqu'un est venu ici. En suivant les traces, ils découvrent un camp de survivants abandonné, rempli de provisions. Et Thomas leur dit de rassembler ce dont ils ont besoin pour le voyage, pendant qu'il part à la recherche d'autres ressources. En route avec Mino, ils se séparent du groupe, et tout le monde fouille le centre commercial. En regardant autour d'eux, ils découvrent de nombreux aspects de la vie, tels que des lits, des jouets et de la nourriture. Ils aperçoivent des cadavres assis sur une chaise avec une lampe en face d'eux. Et après avoir tourné l'interrupteur de la lampe, Mino se rend compte que le bâtiment a de l'électricité. Les garçons se rendent dans la salle du générateur et Mino l'allume, activant toutes les lumières du centre commercial. Mais c'est là qu'il commet sa plus grosse erreur. Ils entendent des grognements à proximité et soudain une créature ressemblant à un zombie tente de se précipiter sur eux de l'autre côté d'un grillage. Pour ne rien arranger, d'autres créatures sortent de leur cachette dans le centre commercial et poursuivent les garçons. Les lumières ont alerté ces monstres et ils sont beaucoup trop nombreux. Terrifiés, Thomas et Mino se précipitent vers leurs amis, suivis de près par les zombies. Voyant ces horribles créatures pour la première fois, les autres rassemblent leurs provisions et se mettent à courir à leur tour. Ok, Mino est un parfait idiot. Allumer l'électricité est la pire chose qu'il pouvait faire. En repensant à leur objectif actuel, les amis veulent rassembler des provisions de base pour partir rapidement à la recherche du Bras Droit. Le fait d'avoir de l'électricité ne les aiderait pas du tout. En fait, depuis qu'ils sont séparés, Mino n'a aucune idée de l'endroit où se trouvent ses amis. Si l'un d'entre eux avait été en train de ramper dans une cage d'ascenseur ou sous une porte mécanique, l'activation de ces éléments aurait pu signifier qu'il se fasse écraser sans avertissement. Thomas aurait dû faire remarquer à son ami simple d'esprit qu'ils ont déjà des lampes de poche et qu'ils se trouvent dans un centre commercial où il y a littéralement des panneaux géants indiquant ce qu'est chaque magasin et les fournitures qu'ils peuvent contenir. L'activation des lumières n'offrait donc aucun avantage.
La seule chose que ça a accompli, c'est d'alerter les soldats de Wicked qui les cherchent à l'extérieur, ainsi que tous les ennemis cachés dans le centre commercial, qu'ils sont ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En allumant l'électricité, ils sont devenus un buffet à volonté pour tous les zombies dans un rayon d'1 kilomètre. C'est peut-être un risque énorme, mais ce que le groupe aurait dû faire, c'est d'essayer de se faufiler à l'intérieur de l'installation. Johnson et ses hommes veulent consacrer toutes leurs ressources à leurs recherches. Il fait nuit et une tempête de sable réduit la visibilité. À chaque seconde qui passe, les adolescents auront pu fuir encore plus loin de l'installation. L'équipe de recherche devra se disperser sur une vaste zone afin de ne négliger aucune piste. C'est pourquoi Johnson a probablement envoyé tous ses soldats hors de l'installation pour surmonter ces facteurs et trouver les adolescents. En sachant ça, Johnson ne s'attendrait pas à ce que Thomas soit assez rusé pour faire demi-tour et ramener son groupe dans l'endroit effrayant dont il vient de s'échapper. Le groupe de Thomas a développé des compétences athlétiques et de survie après avoir été piégés dans le labyrinthe de la mort. Et ils ont été forcés de survivre par eux-mêmes là-bas. Une fois à l'intérieur, ils pourraient facilement maîtriser les médecins et les scientifiques restés sur place et voler leurs cartes d'accès ainsi que toutes les armes de leur arsenal. Ils doivent également avoir pour priorité de révéler le laboratoire secret rempli de corps inconscients aux autres adolescents piégés dans l'établissement. En utilisant l'interphone et le système de télécommunication de l'installation, ou même quelque chose d'aussi simple qu'un téléphone muni d'une caméra, Thomas doit montrer aux autres captifs qui est vraiment Johnson, et ce que Wicked a déjà fait aux autres. Thomas pourra ainsi facilement multiplier la taille de son groupe. Si les autres équipes choisissent de se joindre à lui, au minimum, ça effraiera suffisamment les autres pour provoquer un désordre si infernal que Johnson devra plutôt se concentrer sur eux et cessera de s'en prendre à notre groupe. La dernière chose que Thomas devrait faire, c'est de chercher le garage de l'installation. Johnson possède des véhicules qui facilitent grandement les déplacements sur ce terrain accidenté et impitoyable. Si Thomas et ses amis pouvaient mettre la main sur l'un d'entre eux, leur voyage pour trouver le bras droit serait beaucoup plus facile. Le groupe parvient à monter plusieurs étages en utilisant ses escalators, mais il est rapidement submergé. Il repousse les zombies agressifs à l'aide de tuyaux et de marteaux, mais il continue de les attaquer quoi qu'il fasse. Quand cet adolescent est attaqué par un zombie, Thomas lui assène un coup de pied qui le fait traverser le verre de sécurité, et le zombie tombe raide mort. Les survivants continuent de courir, se dirigeant vers le couloir, mais alors qu'ils arrivent enfin à la sortie, ils découvrent avec effroi qu'elle est fermée à clé. Ce garçon se porte volontaire pour repousser la horde qui charge, pendant que ses amis défoncent la porte. Ils tirent sur tout ce qui passe dans le couloir, mais ils sont trop nombreux et gagnent rapidement du terrain. Les survivants parviennent à forcer la porte, mais le volontaire est trop lent et se fait traîner au sol par les zombies. Il le griffe à l'estomac et tente de l'éventrer, tandis que ses amis essaient de le dégager. Ils finissent par le libérer, mais il est gravement blessé et doit être transporté par les autres. Les amis sortent du centre commercial et se réfugient sous un pont d'autoroute. Ils se forcent à rester silencieux parce que des zombies essaient de les trouver à proximité, mais les ados parviennent à rester cachés toute la nuit. Le lendemain matin, ils se réveillent et constatent que les zombies sont partis, et ils poursuivent leur voyage à la recherche du bras droit. En traversant la ville, ils constatent que tout est en ruine. Les bâtiments sont complètement abandonnés, et les gratte-ciels se sont effondrés, laissant des tas de gravats qui jonchent maintenant les rues. On dirait que personne n'a vécu ici depuis des années, et c'est alors que Thomas entend un bruit au loin, et il demande à tout le monde de se cacher. Il rampe sous des débris avant d'être rattrapé par 3 hélicoptères de Wicked qui les survolent. Johnson n'a pas renoncé à les chercher, et il utilise maintenant des avions pour scruter toute la ville afin de les traquer. Ils poursuivent leur route et atteignent les dunes de sable, apercevant les montagnes au loin. Ils sont sur le point d'avancer quand le garçon blessé s'effondre. Son état empire, mais la seule façon pour eux de survivre est de continuer, parce qu'il n'y a aucune chance que ce garçon puisse marcher plus loin. Les autres lui fabriquent une civière et le traînent derrière eux. Ils s'arrêtent pour une pause et Teresa va voir Thomas pour qu'il puisse parler. Elle lui montre ses étranges marques dans la nuque, révélant qu'elle a retrouvé ses souvenirs et qu'elle sait maintenant pourquoi il travaillait pour Wicked. Il pensait que travailler avec Wicked était le seul moyen de trouver un remède au virus. Elle lâche alors une bombe. Elle pense qu'il devrait se rendre et retourner à Wicked. Thomas est choqué et il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Avant de pouvoir répondre, un coup de feu retentit dans leur camp et ils se précipitent tous les deux pour comprendre ce qui se passe. Le garçon blessé a arraché une arme à un de ses amis, mais il est maintenant affaibli. Il vomit du sang et tombe sur le sol. Il leur montre que les griffures sur son estomac sont devenues noires et se sont étendues à tout son corps. Il les supplie de le laisser mettre fin à ses souffrances. Prenant un moment de réflexion, ses amis réalisent qu'ils n'ont pas d'autre choix et ils lui disent au revoir en pleurant, laissant l'arme au garçon avant de partir. Après avoir parcouru une courte distance, le groupe entend un coup de feu et ils savent que leur ami est mort. Ok, la mort de ce garçon était déchirante, mais Thomas est passé à côté de quelque chose de bien plus important.
Les adolescents sont tous censés être immunisés contre le virus, mais leur ami vient d'être infecté comme n'importe qui d'autre au contact des zombies. C'est un énorme revers, parce que ça signifie qu'ils devront désormais prendre des précautions, comme s'ils étaient totalement vulnérables au virus et à ses effets. Si c'était moi à la place de Thomas, je dirais immédiatement à tout le monde de s'arrêter et de vérifier s'ils ont des blessures qui auraient fait couler du sang. Les zombies ont arraché la peau de notre ami, et c'est comme ça qu'ils lui ont transmis le virus. Toute autre personne ayant des plaies ouvertes est susceptible d'être infectée à son tour. Je demanderai donc aux autres de se surveiller les uns les autres. Nous avons pu constater que les symptômes de l'infection sont la décoloration de la peau, les tremblements, les pertes d'équilibre et les vomissements. Si quelqu'un commence à présenter ces symptômes, il vaut mieux l'enfermer ou au moins le laisser derrière nous pour qu'il ne risque pas de nous infecter à notre tour. Je dirais également à tout le monde de garder le secret sur le fait que nous pouvons être infectés. Même quand Wicked a désespérément tenté de nous empêcher de nous échapper de son installation, les gardes n'ont pu utiliser que des armes non létales, parce que les personnes immunisées sont très rares, et qu'ils ont besoin de nous en vie pour effectuer d'autres tests pour pouvoir mettre au point leurs remèdes. Wicked a déjà patrouillé au-dessus de la ville avec des avions, et le fait qu'ils aient besoin de nous en vie est la seule chose qui les empêche de bombarder des sections entières de la ville depuis le ciel, afin d'éliminer tous ceux qui voudraient s'opposer à eux. Si un des membres du groupe est capturé, ou si nous rencontrons d'autres survivants dans la nature, il est crucial qu'ils continuent à croire que nous sommes totalement immunisés. Si nos ennemis pensent qu'ils peuvent utiliser notre immunité naturelle pour développer un remède pour eux-mêmes, nous aurons toujours le dessus, parce que nous serons prêts à les tuer, mais eux doivent nous garder en vie. L'infection n'est pas la seule chose que Thomas a ratée. En tant que chef de facto de son équipe, il devrait vraiment s'occuper de ce que Teresa lui a dit. Il est évident que quiconque veut retourner chez Wicked a un objectif différent de celui du reste du groupe. Avant d'aller plus loin avec elle, Thomas doit s'assurer que la loyauté de Teresa se trouve au bon endroit. Teresa est une jeune femme qui a travaillé pour Wicked de son plein gré. Ça signifie que même si elle a perdu la mémoire, Teresa a au moins des traits de personnalité et des valeurs qui vont dans le sens de ce que fait Wicked. De plus, elle est la seule à avoir été séparée du groupe dans l'installation avec de nombreux jours non comptabilisés. Thomas ne sait pas dans quelle mesure sa mémoire ou son ancienne personnalité ont été restaurées, ni de quelle persuasion Jensen l'a abreuvée. Même si elle n'est pas une mauvaise personne, il est clair que Teresa n'est pas 100% d'accord avec notre objectif d'échapper à Wicked. Ça fait d'elle un boulet qu'il faut laisser derrière soi. Le lendemain, après avoir marché toute la journée dans les terres désolées, les adolescents voient leurs réserves s'épuiser. À la tombée de la nuit, ils tentent de dormir sur le sol nu du désert, tremblant de froid. Mais Thomas entend un grondement au loin et sent le danger. Il crie à ses amis de se réveiller et de se lever. Il voit des nuages sombres se former au-dessus de leur tête et des lumières terrifiantes au loin. C'est un orage qui se dirige droit sur eux. Les survivants courent aussi vite qu'ils le peuvent quand ils aperçoivent un entrepôt à proximité et ils courent pour s'y mettre à l'abri. Mais il est trop tard. L'orage les a rattrapés et des éclairs mortels frappent le sol autour d'eux alors qu'ils sprintent dans le sable. Soudain, un éclair frappe Minot, les projetant Thomas et lui au sol, les oreilles bourdonnantes et la vue brouillée. Thomas voit son ami immobile avec de la fumée qui s'élève de son corps. Les autres travaillent ensemble pour aider les deux survivants blessés et les mettent à l'intérieur de l'entrepôt. En plaçant Minot au sol, ils sont soulagés de constater qu'il est encore vivant. Mais Teresa sent quelque chose d'étrange. C'est alors qu'un zombie enchaîné se précipite sur eux et que d'autres zombies se jettent sur les adolescents en essayant furieusement de les attaquer. Heureusement, les chaînes autour de leur cou les arrêtent avant qu'ils ne puissent faire le moindre mal. Et le vacarme alerte une fille qui s'approche des survivants. Brenda leur explique que les zombies enchaînés, défendus, sont leurs chiens de garde, qui les alertent en cas d'intrusion. Et elle les emmène à travers l'installation où toute une communauté de personnes se cache. Ils finissent par rencontrer un homme, Jorge. Il est le chef de l'installation et est très proche de Brenda, qu'il traite comme sa fille. Jorge se méfie immédiatement du groupe et exige de savoir où ils vont, d'où ils viennent et ce qu'ils gagneraient s'ils leur venaient en aide. L'équipe révèle qu'elle est à la recherche du groupe de résistance, le bras droit. Mais quand ils refusent de répondre à la question de savoir d'où ils viennent, des hommes les attrapent tous. Le chef scanne la nuque de Thomas avec un appareil et se rend compte qu'il a été marqué par Wicked, ce qui signifie qu'il sait exactement comment les utiliser. Les survivants sont suspendus par les pieds au-dessus d'une grande fosse. Et Jorge commence à les interroger, révélant que ces hommes veulent revendre les adolescents à Wicked, mais que lui préférerait les aider en échange de leurs informations sur le bras droit. Il abaisse les cordes et Thomas lui dit que l'organisation se cache dans les montagnes, mais qu'il ne sait rien d'autre. Sur ce, l'homme retourne à son bureau pour ranger ses affaires. Mais quand Brenda le voit, elle demande à Jorge ce qu'il fait. Il lui explique alors que les adolescents pourraient être leur ticket d'entrée pour pouvoir enfin rejoindre le bras droit. En effet, le fait de se présenter avec des personnes immunisées attirera l'attention de l'organisation. Ils élaborent alors un plan en restant rien que tous les deux afin d'emmener les amis jusqu'au bras droit, mais en abandonnant tous les autres membres de leur communauté. Sans crier gare, des hélicoptères encerclent le bâtiment. Jensen les a repérés.
Grâce à des haut-parleurs, il exige que les occupants lui remettent les adolescents ou qu'ils affrontent la colère de Wicked. Et tous les autres survivants de la communauté de Jorge s'enfuient de leur refuge, terrorisés. Ce survivant chauve est particulièrement désireux de travailler avec Wicked et il parle à Jensen par talkie-walkie pour lui dire qu'il va récupérer les ados. Quand le chauve arrive à la fosse, il constate que les adolescents se sont déjà balancés les uns les autres pour se mettre en sécurité et ils se sont libérés de leurs cordes. Agissant rapidement, Thomas tente de le désarmer et se bat pour le fusil. Mais l'homme prend le dessus. Il est sur le point de tuer Thomas quand Brenda arrive et lui tire dessus par derrière, sauvant ainsi la vie du garçon. Ok, ces ados sont trop confiants pour servir leurs propres intérêts. Avec des ressources extrêmement limitées et des dangers à chaque coin de rue, ce monde est régi par l'instinct de survie. Ça signifie que les gens sont incités à leur mentir pour leurs propres bénéfices. Les amis doivent aller au-delà de ce que disent Jorge et Brenda et considérer ce que leurs actions révèlent d'eux. La fosse au-dessus de laquelle Jorge les a fait pendre provoquera presque certainement une chute fatale, surtout s'ils tombent la tête la première vu qu'ils sont suspendus à l'envers. Les cordes utilisées et le système de treuil sont vieux et n'ont pas été testés, ce qui fait courir le risque qu'ils se cassent et que les jeunes tombent à tout moment. Le risque est multiplié par 6 si on considère que Jorge a fait ça à tous les adolescents. Ça montre que Jorge et Brenda ne sont pas loyaux envers l'équipe de Thomas et qu'ils se moquent de savoir si l'un d'entre eux meurt par accident. Pire encore, ils sont restés suspendus la tête en bas bien qu'ils aient donné à Jorge les informations qu'il voulait. Le fait d'être suspendu la tête en bas pendant de longues périodes a été associé à de graves risques pour la santé, voire conduire à la mort. Parce que le sang s'accumule dans le cerveau et les organes plus lourds exercent une pression sur les poumons. N'importe lequel des captifs pourrait développer une hémorragie cérébrale, suffoquer lentement ou avoir une défaillance cardiaque. En fait, l'insuffisance cardiaque est la principale cause de décès chez les personnes suspendues la tête en bas pendant de longues périodes. Les zombies de garde de l'usine sont également laissés en liberté, attachés à l'intérieur avec de simples chaînes, sans que personne ne prenne la peine d'installer des garde-fous ou des obstacles pour s'assurer qu'ils n'infectent pas les visiteurs innocents. Tout ça montre que Jorge et Brenda sont pour le moins insouciants des mensonges d'autrui, et qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aider qui que ce soit, à moins que ça ne leur apporte un avantage significatif. Si j'étais Thomas, j'écarterais complètement la possibilité qu'ils nous trahissent. Je leur ferais savoir que s'ils nous vendent mes amis et moi à Wicked, je ferai en sorte que Jensen ait une raison de s'en prendre à eux et de les éliminer pour de bon. Je les menacerais de donner à Wicked toutes les informations que je possède sur leur entrepôt et leur description physique. Je dirais ensuite à Jensen que Jorge et Brenda sont des sympathisants du bras droit, ce qui est proche de la vérité. Compte tenu du caractère impitoyable de Jensen, il n'est pas difficile de croire qu'il voudrait soit les tuer en tant que menace potentielle, soit les capturer et les torturer pour obtenir des informations sur le bras droit. Ainsi, toute tentative de coopération de Jorge et Brenda avec Wicked serait une condamnation à mort pour eux-mêmes. Je ne suis peut-être pas prête à être aussi impitoyable. Mais tant qu'ils me croient, il est dans leur intérêt de faire ce que nous voulons et de nous aider à trouver le bras droit. La beauté de cette approche est que Thomas n'a même pas besoin de compter sur le fait que Jorge et Brenda soient de bonnes personnes. Même s'ils sont égoïstes comme le sont la plupart des habitants de ce monde, il devient conforme à leurs intérêts égoïstes d'aider Thomas et ses amis à s'en sortir. Pendant ce temps, dans son bureau, Jorge met rapidement une chanson sur son tourne-disque et la diffuse dans tout le bâtiment. Il s'agit d'un compte à rebours qui déclenche les explosifs qu'il a placés un peu partout dans l'entrepôt. Brenda se rend au dernier étage et conduit les adolescents jusqu'à Jorge, qui leur montre qu'il a réparé une tyrolienne qu'ils peuvent utiliser pour atteindre un autre bâtiment tout proche. Sachant que Jorge peut les emmener au bras droit, les amis s'accrochent à des boucles de cordes et font un saut vers l'inconnu. Un par un, ils descendent la tyrolienne jusqu'à l'autre bâtiment. Jensen les repère et ordonne à ses hommes de prendre d'assaut le dernier étage où ils se trouvent. Soudain, Brenda s'éloigne d'eux en courant, et Thomas décide de la suivre, sachant pertinemment qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Il la trouve dans le bureau en train de chercher quelque chose dans un meuble, mais quand ils essaient de revenir en arrière, des soldats de Wicked leur barrent la route. Les adolescents sont obligés de s'enfuir et se font coincer par les hommes armés. Mais c'est à ce moment-là que la chanson arrive à la fin. Elle déclenche des explosifs dans toute l'installation. L'explosion détruit de nombreuses poutres de soutien à l'étage inférieur, provoquant l'effondrement de pans entiers du bâtiment. Thomas et Brenda échappent aux soldats et sortent par une cage d'ascenseur pour se sauver, juste au moment où tout le bâtiment s'effondre autour d'eux. Les hommes de Jensen étant morts, ils se dirigent vers les égouts pour retrouver Jorge. Alors qu'ils marchent dans les tunnels sombres, ils voient que de grandes parties du mur sont couvertes de vrilles rouges et infectieuses. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est, mais ils entendent un bruit venant de ce tuyau. Un rat les fait sursauter et ils le regardent courir le long des tunnels. Soudain, une main émerge des vrilles et attrape le rat. C'est un fondu en décomposition avec des veines qui se tortillent et se ramifient à partir de son corps. Il mord la tête du rat et commence à mâcher, tandis que des douzaines d'autres fondus émergent des égouts.
Ils savent que Thomas et Brenda ne sont pas loin et ne reculeront devant rien pour obtenir leur prochain repas. En sortant des égouts, ils découvrent que le chemin s'arrête brusquement et n'ont d'autre choix que de grimper dans un gratte-ciel renversé. Les fondus les suivent de près et les attaquent à plusieurs reprises alors qu'ils tentent de se frayer un chemin dans une cage d'escalier effondrée. Thomas et Brenda résistent et parviennent tous les deux à faire tomber beaucoup de zombies de plusieurs étages et à les tuer. Au moment où Brenda s'accroche à la rambarde, celle-ci se casse sous son poids. La jeune femme tombe dans le vide et s'écrase sur une vitre fragile. Reprenant ses esprits, Brenda regarde derrière elle et constate que la seule chose qui la sépare d'une chute mortelle sur les rochers en contrebas est un mince panneau de verre qui commence déjà à se fissurer. Thomas se fraye un chemin vers le bas et tend la main à Brenda. Debout, la jeune fille peut à peine bouger, craignant que le verre ne se fissure davantage. Elle tend la main à Thomas mais n'arrive pas à attraper la sienne. Soudain, un dernier fondu apparaît dans l'embrasure de la porte. Il veut du sang et se dirige droit sur Brenda. Et la jeune femme sait qu'elle est condamnée si le fondu l'atteint. Ok, cette femme a clairement envie de mourir. Elle fait tout son possible pour que la vitre se brise et qu'elle fasse une chute mortelle. Même une simple connaissance de la physique devrait lui indiquer que se lever est la pire chose qu'elle puisse faire. Tout le poids de son corps est maintenant concentré sur les 2 petites zones où sont posés ses pieds. Ça exerce une pression supplémentaire sur les points faibles et sur le verre déjà fissuré. Brenda devrait plutôt rester allongée sur le dos. La surface moyenne d'une femme adulte allongée est de 8,6 pieds carrés, soit 0,8 mètres carrés, alors que la surface combinée de ses 2 pieds est inférieure à 1 pied carré, soit 0,09 mètres carrés. Ça signifie qu'elle peut réduire la pression sur le verre en restant allongée et en attendant que Thomas l'atteigne avec une corde. La façon la plus sûre pour elle de se déplacer serait en fait de rouler comme une bûche ou de se déplacer latéralement comme une étoile de mer. Ça peut paraître idiot, mais c'est sa meilleure chance de maintenir une grande surface en contact avec la vitre, tout en se dirigeant vers un panneau plus sûr ou un sol stable. Si elle doit absolument se lever, placer ses pieds au milieu de la vitre est une énorme erreur. La vitre fonctionne ici comme un levier, la zone où le verre est fusionné avec le cadre métallique étant le point d'appui. Si Brenda se tient au centre du panneau de verre, elle est le plus éloignée possible du point d'appui, ce qui signifie que la vitre doit exercer une force de résistance maximale pour supporter son poids. Elle devrait plutôt garder ses pieds aussi près que possible du point d'appui, et même placer ses pieds sur 2 vitres différentes pour réduire la moitié de la pression exercée sur chaque panneau. Mais franchement, la situation n'aurait même pas dû en arriver là. Ces zombies sont extrêmement stupides et ne semblent pas avoir de sens aiguisé. Dans l'entrepôt de Jorge, les fondus chiens de garde n'ont même pas pu détecter les adolescents dans l'obscurité avant qu'ils ne soient plus qu'à quelques pas. Les fondus du centre commercial ne pouvaient pas non plus utiliser leur odorat ou leur ouïe pour détecter leur proie quand ils étaient cachés à une faible distance. Ça signifie que courir est une des options les moins efficaces pour faire face aux zombies, parce que nous serions confrontés à des ennemis qui ne ressentent ni la douleur ni l'épuisement. Thomas aurait dû essayer de les désarçonner dès le début. Et ce tas de gravats aurait pu être utilisé contre la horde. Les fondus n'ont aucun sens de la sécurité personnelle, et celui-ci fait même tomber son camarade d'une corniche par accident. Si Thomas s'était arrêté de courir et avait donné des coups de pied dans les gros blocs de débris que les fondus escaladent, ils auraient continué à grimper directement vers les dangers qui tombent et auraient été renversés dans leur course. En dernier recours, Thomas et Brenda auraient même pu grimper sous ce rebord et s'accrocher au mur. Les fondus sont maladroits, et il est très peu probable qu'ils connaissent les techniques d'escalade. Il se serait précipité sur le rebord pour essayer d'atteindre le couple. Le zombie saute sur Brenda, qui le repousse en donnant des coups de pied et en se débattant pour l'empêcher de la mordre. Thomas saisit une barre métallique à proximité et glisse vers Brenda. En réfléchissant rapidement, il saisit sa main et brise le panneau de verre en la retenant. Alors que le zombie plonge vers les rochers déchiquetés en contrebas, il s'accroche fermement à Brenda et la met à l'abri. Maintenant que tous les fondus des égouts sont morts, le couple retourne au niveau de la rue. Mais Brenda s'affale sur le sol. Elle remonte le bas de son pantalon et montre à Thomas les entailles que le fondu lui a faites. Ils savent tous les deux que ce n'est qu'une question de temps avant que l'infection ne l'emporte, mais ils décident de continuer malgré tout. Un peu plus tard, ils atteignent une communauté de survivants et cherchent à rencontrer un certain Marcus. C'est un homme qui a l'habitude de transporter des enfants dans les montagnes. Et elle sait que Jorge le cherchera aussi. En se promenant, ils approchent cet homme étrange, à la recherche de quelqu'un qui pourrait les mener au bras droit et à leurs amis. Il leur dit que ces personnes se trouvent à l'intérieur, dans une fête, mais s'ils veulent plus d'informations, il insiste sur le fait qu'ils devront boire le liquide inconnu de sa flasque pour pouvoir entrer dans son club. Désespérés de retrouver leurs amis, ils s'exécutent, mais ce sera une grave erreur. Dans le club, ils voient des survivants danser et faire la fête, mais n'aperçoivent pas leurs amis. C'est alors que Thomas ressent les effets de la boisson. Il devient groggy et trébuche, en pleine confusion. Brenda s'approche de lui en lui disant qu'ils ne sont plus que tous les deux, et ils s'embrassent. Bien que Thomas lui rende son baiser pendant un certain temps, il finit par s'éloigner et hallucine en voyant Teresa.
Il dit à Brenda qu'il est déjà amoureux de quelqu'un d'autre, et elle s'éloigne, frustrée. Le jeune homme tente de la suivre, mais il a des visions horribles de ses amis, et tombe par terre avant de s'évanouir complètement. Quelque temps plus tard, Thomas se réveille, et il est instantanément accueilli par un spectacle réjouissant. Les autres l'ont retrouvé, et tout le monde est en sécurité. En regardant autour de lui, il aperçoit Jorge en train de frapper l'homme étrange attaché à proximité pour obtenir des informations. Et il révèle que ce type est Marcus. Après plusieurs méthodes de persuasion, le groupe apprend enfin où trouver le bras droit. En suivant les indications, il s'enfonce dans les montagnes. Mais il rencontre un problème. Une file de voitures abandonnées bloque la route. Et ils n'ont d'autre choix que d'avancer à pied. C'est alors que Thomas remarque un impact de balle sur une voiture. Mais il n'a pas le temps d'avertir ses amis que des tireurs d'élite commencent à tirer sur tout le monde. Le groupe se réfugie derrière les voitures, mais ne voit pas d'où viennent les tirs. Il y a des falaises tout autour d'eux, et les balles semblent venir de toutes les directions. Mais Jorge a une idée. Il tend une bombe à Thomas et s'empare d'un détonateur. Il veut que Thomas lance la bombe vers les tirs, pour qu'il puisse la faire exploser et faire diversion. Avant que Thomas ne puisse lancer la bombe, 2 filles masquées s'approchent furtivement d'eux et leur disent de laisser tomber la bombe. Avec des fusils pointés sur Thomas et Jorge, elles ordonnent à tout le monde de sortir de leur cachette. Ok. Tout dans cette mise en scène criait au piège, mais ces survivants sont tout de même tombés dans le guet-apens. Thomas aurait dû tenir compte de ce qu'il savait sur le bras droit. Il s'agit d'un groupe de rebelles qui se cache de Wicked et qui dispose de ressources apparemment inépuisables pour les traquer. Il est donc logique qu'ils soient très paranoïaques à l'idée que quelqu'un puisse trouver leur base et qu'ils aient mis en place des mesures de sécurité mortelles pour arrêter les intrus. En fait, les survivants ont beaucoup de chance de n'avoir rencontré que des tireurs d'élite humains et non quelque chose de plus mortel comme des mines terrestres ou des bombes placées dans les voitures abandonnées qu'ils ont dépassées en voulant aller plus loin sur la route. La première chose à faire était d'emmener un visage familier comme Marcus. Il en sait déjà assez sur le bras droit pour savoir où les trouver. Et même si le bras droit n'est pas en bon terme avec lui, les rebelles auraient eu la certitude qu'ils ne sont pas associés à Wicked, leur ennemi ultime. Ils auraient également dû faire en sorte que leur véhicule ait l'air le moins militaire et le plus déglingué possible. Le bras droit aurait été convaincu que ce ne sont pas des soldats de Wicked qui se seraient laissés surprendre. S'ils avaient envoyé l'homme bizarre avant le groupe principal pour se porter garant d'eux, le bras droit aurait pu être persuadé de ne pas défendre sa base avec une force potentiellement mortelle. Si c'était moi à la place de Thomas, j'aurais remarqué tout de suite que les voitures abandonnées créaient délibérément un point d'étranglement qui obligeait les gens à quitter la sécurité de leur voiture et à continuer à pied. Ce tronçon de route est également très vulnérable, parce qu'il est bordé de tous côtés par de hautes crêtes, d'où les ennemis peuvent observer en éclaireur ou tirer. Dans ces conditions, j'insisterai pour que mon groupe ne continue pas sous les crêtes. Au lieu de ça, nous pourrions camper à une certaine distance des points d'étranglement et envoyer un éclaireur pour escalader la crête et signaler s'il y a des gardes postés à cet endroit. Ce garçon, Harris, serait parfait pour ce travail. Nous avons déjà pu constater qu'il est très sournois et agile, et qu'il a réussi à se frayer un chemin dans les installations de Wicked en utilisant les bouches d'aération sans se faire repérer. Le garçon est également plein de ressources, sachant qu'il a dû se séparer du groupe principal pour aller ouvrir la porte extérieure. Si Harris se faufilait et parvenait à attraper un des gardes seul sur la crête, ça lui donnerait l'occasion de parler au bras droit sans échanger de coups de feu et d'expliquer qu'ils sont tous du même côté. Même s'ils ne le croient pas au début, Harris pourrait leur montrer les tatouages dont toutes les victimes de Wicked ont été marquées à l'arrière de la nuque. Ces tatouages contiennent des informations vitales, comme l'endroit où Harris est censé être emprisonné. De plus, il est immunisé contre le virus. Ça fait de lui et de ses amis des personnes très précieuses pour le bras droit. Les filles masquées semblent sur le point de leur tirer dessus. Mais à la dernière seconde, l'une d'entre elles reconnaît Harris. Elles sont soulagées de le voir et se précipitent pour le serrer dans leurs bras. Ces filles faisaient partie du groupe d'Harris dans le labyrinthe de la mort. Elles font confiance à Harris et savent que le groupe avec lequel il voyage doit également être digne de confiance. Les filles enlèvent leur masque et sifflent un signal vers les crêtes. Thomas lève les yeux et aperçoit une bande de tireurs d'élite qui émerge de la corniche au-dessus d'eux. Maintenant que tout est clair, le groupe est enfin conduit à l'organisation Bras Droit qui dirige un avant-poste entouré de crêtes de pierre. Il rencontre le chef, Vince, qui sort pour les accueillir. Mais il remarque que quelque chose ne va pas avec Brenda. Elle commence à trembler et s'effondre sur le sol. En la regardant, le chef aperçoit sa jambe infectée et sort son arme. Il sait que toute personne atteinte représente une menace pour l'ensemble de sa communauté. Et Thomas tente de négocier pour sa vie, mais en vain. Juste avant que le chef ne tue Brenda, le médecin de l'avant-poste s'avance et dit qu'il y a un moyen de la sauver. Cette femme reconnaît Thomas et lui explique qu'elle était une ancienne employée de Wicked, tout comme lui, et que c'est lui qui a révélé aux rebelles l'emplacement de toutes les expériences en cours. Le médecin se rend à l'infirmerie pour que la fille soit soignée, et elle demande à Thomas de l'accompagner. Elle sait que son sang peut aider Brenda parce qu'il peut être utilisé pour fabriquer un sérum qui inverse les effets du virus pendant quelques mois. Après avoir créé le sérum, elle fait l'injection à Brenda.
et insiste sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il puisse faire pour elle. Alors que les adolescents s'installent, Thomas aperçoit Teresa seule sur une corniche au-dessus d'eux. Il la rejoint et ils discutent ensemble. En regardant le coucher de soleil, la jeune fille raconte que sa mère a été infectée par le virus Braise et qu'elle a fini par s'arracher les yeux. Elle dit que c'est arrivé à des millions de personnes dans le monde et qu'ils doivent faire quelque chose pour y mettre fin. Le cœur brisé, Teresa explique que Wicked est le seul moyen pour l'humanité de mettre au point un remède. Elle supplie Thomas de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Horrifié, Thomas aperçoit au loin des lumières qui se rapprochent et il réalise qu'elle a donné à Wicked l'endroit où elle se trouve. Teresa lui demande d'arrêter d'essayer de les combattre et de les suivre, alors que les hélicoptères se dirigent vers l'avant-poste. Thomas se précipite vers l'avant-poste et le voit exploser sous les tirs de roquettes des hélicoptères. Les soldats de Wicked prennent d'assaut l'avant-poste et soumettent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Le chef du bras droit se précipite sur une mitrailleuse montée sur un camion, et il commence à charger les munitions dans l'arme. Les amis de Thomas restent à proximité et couvrent les tirs. Mais avant que le chef ne puisse tirer, un soldat Wicked lance une grenade électrique qui explose et les assomme tous. Thomas assiste à tout ça impuissant, en se cachant à proximité avec Jorge et Brenda. Il leur dit de se sauver parce que Wicked n'est pas après eux, et ils acceptent à contre-cœur, laissant Thomas chercher autour de lui une idée pour sauver ses amis. Ok, c'est terrifiant. Wicked prétend essayer de sauver l'humanité, mais ils sont prêts à tirer des roquettes sur cette communauté de gens sans se soucier de qui ils tuent. Il est clair qu'ils veulent du sang, et que les survivants devront être tout aussi impitoyables pour les vaincre. Si Teresa voit tout ça et qu'elle est toujours du côté de Wicked, alors c'est une cause perdue. Ça signifie que Thomas doit oublier les sentiments qu'il éprouve pour elle et qu'il peut l'utiliser contre leurs ennemis sans se sentir coupable. Si c'était moi, à sa place, je ferais semblant d'être d'accord avec elle et je lui promettrais de me ranger du côté de Wicked de mon plein gré. Ça me donnerait l'occasion de prendre mon sac à dos et de donner le sien à Teresa pour lui signifier que nous sommes prêts à retourner à nos anciennes vies. Sauf que je mettrais cette bombe dans le sac de Teresa tout en gardant le détonateur avec moi. Il est assez petit pour être caché dans ma chaussure ou ma ceinture. Des endroits que les soldats ne penseraient pas à fouiller. Wicked pourrait se méfier de mon changement d'avis, mais ils savent que Teresa a toujours été dans leur poche et ils ne vérifieront pas son sac. Quand Teresa se rapprochera des principaux dirigeants comme Jensen ou Ava Page au siège de Wicked, ce sera l'occasion rêvée de déclencher la bombe et de se débarrasser de tous ses problèmes en même temps. Une fois que Page sera morte, Wicked n'aura peut-être plus les moyens de chercher un remède en exploitant des adolescents, et pourrait même abandonner complètement le projet. Même sans le plan secret pour faire exploser Wicked de l'intérieur, les rebelles sont des crétins qui n'utilisent pas le terrain qui les entoure à leur avantage. L'avant-poste était entouré de crêtes qui pouvaient servir de point d'observation, et le bras droit est connu pour envoyer ses hommes en haut des falaises. Il y en a même une à côté de leur base, sur laquelle Teresa se tenait. Cette falaise aurait été l'endroit idéal pour poster un guetteur armé d'un lance-roquettes anti-aérien, qui aurait pu empêcher l'attaque avant même qu'elle ne commence. Les hélicoptères sont notoirement l'un des moyens de transport les moins sûrs au monde. Même s'ils ne disposent pas d'artillerie lourde, quelques coups de fusil bien placés dans le moteur auraient suffi à faire s'écraser les hélicoptères de Wicked avant qu'ils ne puissent faire le moindre dégât. Un autre avantage du bras droit sur les soldats est que c'est la première fois que Wicked voit leur avant-poste et leur communauté. Au lieu de fuir ou d'essayer de se défendre par la force brute, Thomas et le chef de l'avant-poste doivent se montrer plus rusés, sachant que l'objectif principal de Wicked est de capturer les adolescents vivants et de mener d'autres expériences sur eux. Thomas doit dire au chef du bras droit d'ordonner à la plupart de ses hommes de se cacher dans les tentes environnantes et de faire semblant de le prendre en otage. Si Wicked croit vraiment qu'il est prêt à tuer le garçon, ils seront prêts à tout pour s'approcher et négocier. C'est à ce moment-là que les hommes dans les tentes pourraient tendre une embuscade et renverser la situation en faveur des soldats rebelles. Plus tard dans la nuit, les soldats de Wicked capturent tous les habitants de l'avant-poste et les forcent à s'agenouiller sur le sol. Alors que Jensen fait le compte de ses nouvelles prises, Thomas lui crie dessus et se laisse capturer. L'homme lui donne un coup de poing dans l'estomac et l'oblige à rejoindre les autres prisonniers. C'est alors qu'un nouvel appareil arrive, transportant le docteur Ava Page et encore plus de soldats. Elle s'approche du groupe et Teresa rejoint Page. Les garçons comprennent qu'elle les a trahis et qu'elle a donné leur position à Wicked. C'est alors que la femme voit le médecin de l'avant-poste qui lui demande si elle se sent coupable de ce qu'elle a fait. Mais Page répond que non. Dans un dernier regard, Jensen dégaine son arme et tue la femme sans défense. Submergé par la rage de voir son ami tué, le chef du bras droit crie après Jensen et Page. Thomas saisit l'occasion pour se libérer de l'emprise du soldat et sort la bombe de Jorge de sa veste. Il place son pouce sur le détonateur et déclare qu'il préfère mourir plutôt que de retourner avec Wicked en tant que prisonnier. Les trois amis de Thomas se tiennent près de lui et s'approchent pour que la bombe les tue aussi. Jensen et Page paniquent. Ils le supplient de ne pas le faire, mais Thomas ne veut pas reculer. Au moment où il s'apprête à appuyer sur le bouton et à les faire tous exploser, un camion surgit de nulle part et percute un des hélicoptères. Jorge est revenu pour les sauver.
Des éclats d'obus mortels volent partout quand l'hélicoptère explose, et les soldats de Wicked se dispersent pour se mettre à l'abri. Thomas lance la bombe sur les soldats et la fait exploser, permettant à tout le monde de se libérer. Complètement furax, Jensen frappe Thomas au sol et sort un pistolet, prêt à le tuer pour son interférence dans ses plans. Au dernier moment, Brenda tire dans l'épaule de Jensen et sauve la vie de Thomas. Un véritable feu d'artifice éclate alors, avec Jorge, Brenda et tous les survivants de l'avant-poste qui échangent des coups de feu contre les soldats de Wicked. Le chef s'empare de sa mitrailleuse et ouvre le feu, fauchant de nombreux soldats. Les garçons réussissent à en abattre plusieurs avant que Minot ne soit touché par un coup de taser et ne tombe à la renverse paralysé. Avec les soldats de Wicked qui reprennent le dessus, Thomas ne peut rien faire pour aller le sauver. Les soldats ramènent Minot dans le vaisseau de transport et Thomas assiste impuissant à la fermeture des portes de l'appareil sur son ami avant qu'il ne s'envole, laissant les rebelles derrière lui. Le lendemain, les survivants restants sont dévastés par leurs pertes, mais le chef est prêt à aller de l'avant et il leur propose de venir avec leur groupe dans un endroit où ils seront en sécurité. Thomas explique qu'il ne se joindra pas à eux et qu'il veut retourner à Wicked pour sauver Minot. Ses amis tentent de lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance, mais Thomas ne change pas d'avis. Sa détermination finit par les convaincre et ils acceptent de se joindre à lui pour sauver leur ami, faire tomber Wicked et, plus important encore, mettre fin au fléau des films de science-fiction dystopiques pour préadolescents et leur empreinte avant qu'il ne soit trop tard. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu le labyrinthe La Terre brûlée? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!